souvenez de Blue Protocol? C'est un MMO japonais qui nous échappait toutes ces années et que beaucoup attendaient tel le messie, qui nous sauverait des mauvais jeux en ligne. Eh bien, figurez-vous qu'il est enfin sorti en Europe et qu'on peut y jouer, là, tout de suite. Oh. C'est l'été 2019 qu'on découvre l'existence de Blue Protocol, un jeu alors présenté comme un RPG d'action en ligne dans un style animé en développement depuis 5 ans, développé sous Unreal Engine 4 par Bandai Namco Online et Bandai Namco Studio. L'équipe Project Sky Blue est aux commandes. 7 jours après cette grande annonce, Namco recrute déjà des testeurs alpha. 10 000 joueurs chanceux auront le privilège de découvrir ce nouveau titre d'ici une vingtaine de jours. C'est peut-être pour ça que vous avez un vague souvenir de l'apparition soudaine de ce jeu dont tout à coup, tous les sites de news gaming parlaient. Pour accompagner cette annonce d'alpha, un premier teaser est publié et vous ferez sûrement, rapidement le rapprochement avec Genshin Impact. そのために遥か未来からやってきたのです。この星を救うために。Mais Genshin, bien qu'ayant débuté son développement en 2017 et révélé son existence en juin 2019, n'est sorti qu'en 2020. Blue Protocol aurait pu être un jeu extrêmement populaire, surfant sur la popularité de Genshin pour proposer une version japonaise du raz-de-marée de Genshin-like auquel on a eu le droit ces dernières années. Comment expliquer qu'il soit mort dans l'œuf avant d'être ressuscité sous un nouveau nom en 2025 ? Si on en revient à ses débuts en juillet 2019, Blue Protocol est déjà annoncé comme le futur des RPG en ligne. On vante sa DA, plongeant le joueur au cœur d'un animé, son cel shading travaillé et son monde vibrant. On met même en avant ce genre de screenshot où un personnage plie la jambe pour épouser le relief du sol. Impressionnant. Ce qui choque les médias japonais, c'est la prise de risque que représente une nouvelle licence. Après tout, les animés populaires ne manquent pas et il serait certainement plus simple d'acheter une licence populaire pour appuyer la promotion du jeu et s'assurer une base de joueurs. D'autant plus au vu de l'investissement initial nécessaire pour un jeu en ligne. Bandai Namco possède les droits pour Gundam après tout. On s'étonne aussi du choix des PC alors que le marché actuel se concentre sur les jeux mobiles bien plus rentables. Au cours d'une interview en septembre, les développeurs insistent. La principale concurrence, ce sont les titres coréens et chinois. C'est pour ça que le style graphique animé a été choisi pour mettre en place une forte identité visuelle, reconnaissable d'un coup d'œil comme originaire du Japon. Juste au moment où nous commencions à développer ce jeu, les visuels de Breath of the Wild ont été dévoilés pour la première fois à l'E3. Et j'ai été époustouflée. On y voyait Link tenant un arc, et les graphismes étaient tellement soignés que j'ai pensé que sans un tel niveau de développement, nous ne pourrions pas rivaliser avec le reste du monde. Oh, ça fait mal quand on sait que Genshin, un jeu chinois, a tout rasé sur son passage avec une DA animée quelques mois plus tard. Quoi qu'il en soit, on met au travail Daigo Okumura, un artiste réalisant beaucoup de design pour la licence Tales of, et on le charge de designer l'univers. Le titre se profile comme un jeu gratuit avec une boutique ne listant que du cosmétique. Puis bon, la suite de l'interview se concentre sur la présence de skins maillots de bain scolaire et l'implémentation de sous-vêtements suite aux demandes enthousiastes des joueurs. Bref, on s'inquiète d'ailleurs que ça pose souci à l'étranger, mais bon, on y réfléchira plus tard. Puis lorsqu'on demande à l'équipe si le jeu sera proposé à l'international, je crois que si nous ne sommes pas acceptés au Japon, nous ne réussirons pas à l'étranger. Peu importe nos efforts. Nous allons donc d'abord nous concentrer sur notre expansion au Japon. Aïe. Le développement se poursuit sans grande publicité jusqu'à ce qu'une nouvelle bêta prenne place en avril 2023, soit 2 ans après le dernier test réseau ouvert aux joueurs. On a le droit à quelques statistiques à l'issue de tests, dont le fait que 75% des avatars créés soient des femmes. Blue Protocol est finalement annoncé sur PC pour le 14 juin 2023, au Japon uniquement. Des versions PS5 et Xbox Series sont aussi prévues. 6 jours après le lancement, on parle fièrement de 600 000 joueurs avec un nombre de connexions simultanées atteignant les 200 000. Ce sont les meilleurs chiffres obtenus jusqu'à présent pour un jeu en ligne Bandai Namco. De quoi voir l'avenir d'un regard optimiste. Et rassurez-vous, enthousiastes d'animé, le mois qui suit sont finalement introduits les skins maillots de bain, mais sous forme de gacha. On n'est pas idiots non plus. En décembre 2023, les versions console du jeu sont mises en ligne, permettant même le crossplay. 皆さんこんにちは。プロジェクトスカイブルーエグゼクティブプロデューサーの下岡です。ブループロトコル運営統括ディレクター兼プロデューサーの鈴木です。ブループロトコル開発統括ディレクターの福崎です。本日はブループロトコルプレイステーション5 Xbox シリーズ SX 版のサービス開始について進捗のご報告をさせていただきます。こちら正式に開始日が確定いたしました。やった。Un an après sa sortie, une mise à jour est poussée, ajoutant des chapitres à l'histoire principale et on en profite pour interroger l'équipe. Beaucoup de joueurs trouvent que le jeu manque de contenu et le titre a énormément perdu en popularité. L'équipe s'emploie à étudier les points d'abandon du jeu et à les comprendre pour les résoudre. Par exemple,
Le jeu se base sur un cycle pour progresser dans l'histoire et fabriquer des armes. Ce contenu était spécifiquement prévu pour que les joueurs y passent du temps, mais a très vite été jugé comme trop répétitif et perçu comme du temps de jeu artificiel. On relève d'ailleurs pendant l'interview que les développeurs sont de gros joueurs de MMO rétro, réputés pour leurs actions répétitives, donc n'y voyez pas de soucis. La branche online de Bandai Namco avait 51 millions de dollars de dettes en juin 2024, et était incapable de remonter la pente puisque tous ses revenus étaient négatifs. Selon MassivelyOP.com, Blue Protocol a connu des ventes mitigées au Japon et a peiné à fidéliser son public de lancement. Bamco était légalement obligé de bloquer les connexions extérieures au Japon, ce qui n'a pas facilité la fidélisation de son public. Lorsque la localisation a commencé, il était presque certainement déjà trop tard pour une entreprise déjà en difficulté financière. Le jeu était magnifique, mais d'après les informations que nous avons obtenues auprès des joueurs, il n'était pas vraiment excellent à sa sortie. Des graphismes magnifiques ne suffisent pas à faire un MMORPG satisfaisant. Et compte tenu du modèle économique du jeu et de ses difficultés à fidéliser son public, nous pouvons être certains qu'aucune refonte n'aurait pu en faire un succès majeur en Occident. Ni Amazon ni Bamco ne pensaient qu'une sortie occidentale allait sauver le jeu ou même valoir le temps et les efforts. Malheureusement pour eux, le jeu ne trouve jamais un réel public et ferme ses serveurs japonais en janvier 2025. On citera le contenu répétitif, les taux de gacha abyssaux sans aucun plafond, soucis de communication et bugs présents depuis la release comme principale raison de son échec. En plus de rappeler que Bandai Namco n'a jamais présenté le jeu comme un MMO. Le studio s'entêtait à le qualifier d'RPG d'action en ligne et nombre de joueurs admettaient être frustrés de ne pas retrouver d'éléments présents dans la plupart des MMO tels que du housing. Mais revirement d'aimer, soit seulement 4 mois après la fermeture, puisqu'on annonce Blue Protocol Star Resonance. Le jeu reçoit officiellement son titre de MMORPG. Ce n'est pas qu'un simple rebrand puisque la société chinoise Bokura, soutenue par Tencent, a développé cette nouvelle version en se basant sur l'univers de Blue Protocol. On reprend la majorité du jeu tel que son histoire et les bases de son gameplay, mais on s'emploie à ajouter tout ce que les joueurs modernes attendent d'un MMO casu, et qui faisait défaut à son prédécesseur. Cependant, si on présente déjà une version chinoise, on ne confirme pas la sortie d'une localisation japonaise. Ouais, on atteint vraiment le summum de l'ironie. L'honneur est sauf. Le titre est bien annoncé au Japon en août 2025, soit un mois après sa sortie en Chine. Oui. Le jeu qui devait se démarquer par sa DA, propre au Japon, s'est fait écraser par Genshin, un jeu chinois reprenant ce fameux style animé, avant de faire revoir sa copie par un studio chinois qui a sorti le titre en Chine avant de l'annoncer sans date officielle aux Japonais. C'est n'importe quoi. Le problème que tout ça pose, c'est qu'à l'époque de son annonce, Blue Protocol était vu comme une véritable nouveauté dans le milieu des jeux en ligne. Aujourd'hui, le marché est complètement saturé de Genshin-like. Tout ça, c'est le point de vue des Japonais sur Blue Protocol. Un jeu qui a fait modérément parler à sa sortie avant de sombrer rapidement dans les limbes de l'oubli. En France, j'aime bien dire que Blue Protocol a fait une Versus 13. On a vu des teasers, Amazon a parlé de le publier chez nous, on s'est dit pourquoi pas. Mais il nous est passé sous le nez sans jamais qu'on puisse y mettre les mains. Du coup, ça a cogité dans des recoins de cervelle, et certains se sont auto-hype seuls dessus. En entendant la fermeture au Japon et l'annulation du portage occidental, ça a amplifié cette impression de pépite ratée pour certains. Il arrivait qu'on me le réévoque soudainement, juste pour lâcher des... T'imagines un peu ce que ça aurait pu être ? Je suis donc plutôt soulagée qu'une version finisse par nous être proposée, ne serait-ce que pour éviter la naissance d'un énième... Si seulement on avait eu Versus 13 ! Je suis sûre que ça aurait été le meilleur jeu. Dans mon chat. Blue Protocol sort tout juste pour nous en Europe. Vous aurez compris que l'ancienne version de Bandai Namco est morte et enterrée. Mais on peut officiellement jouer à la version des studios Bokura en passant par Steam. Ce qu'on a fait dès la release en stream. Oui, c'est ma façon subtile de vous dire de vous abonner. On ne peut pas dire que la sortie ait été acclamée, mais il y a plusieurs raisons à ça dont on va parler. Surprise à l'exécution, pas besoin de passer par un launcher. Star Resonance s'ouvre directement depuis Steam. Ça n'empêchera pas de devoir créer un compte ou se connecter via un compte externe, mais c'est déjà ça. Notez que Blue Protocol n'est disponible qu'en anglais. C'est un des gros reproches qui lui est fait puisqu'on parle d'une sortie globale, mais que le jeu ne propose pas de traduction dans les langues ayant certaines des communautés les plus actives sur la scène MMO. Deuxième grosse critique, il n'y a qu'un seul et unique méga serveur. Pas de choix de serveur européen pour nous. Il faudra composer avec un serveur possiblement très éloigné, géographiquement parlant. On en reparle plus tard.
Pour passer rapidement sur la création de personnages, on ne peut pas nier que la DA animée soit réussie. Si vous n'êtes pas fan de ce style, sachez néanmoins qu'il y a 3 types de corps pour les femmes et les hommes, et que, bien entendu, le premier permet de créer une loli ou un shota. On choisit ensuite parmi des presets avant de personnaliser plus précisément son avatar. Et c'est là que j'ai découvert que pour les japonais, un moins 10 en poitrine est équivalent à un bonnet F. Surprenant. Sinon, la personnalisation n'est pas mauvaise, avec la possibilité par exemple de choisir différentes parties des cheveux à assembler. Vous devez ensuite choisir entre les 8 classes différentes du jeu. On aurait apprécié qu'elles soient rangées par rôle, puisque oui, il y a la trinité, tank, heal et DPS. Je choisis de partir sur une classe de support qui se bat avec une guitare, et c'est en revoyant mes rushs que je me rends compte que le jeu permet de preview différentes spécialités sur cet écran. Mais vous allez voir que les menus et le bruit à l'écran, c'est un sujet plutôt récurrent. Le jeu s'ouvre sur une cinématique où notre avatar, vêtu d'une combinaison de plongée utilisant très peu de tissu, évolue vers un amas d'énergie violet. Les trucs qui font des nuages violets, c'est toujours mauvais dans les animés. Mais peut-être bien que tout ceci n'était qu'un rêve. Songe-t-on en ouvrant les yeux? Premier bon point, on ne peut pas dire que le jeu n'est pas optimisé. J'étais pas chez moi lors de la sortie, je l'ai lancé sur une ancienne tour dont le cœur est une bonne vieille GTX 1070. Mais il m'a recommandé les paramètres élevés. Autre détail apprécié, l'AZERTY est bien détecté. Lorsque je l'ai lancé sur un PC connecté à du QWERTY, les touches étaient aussi bien mappées. Pas besoin de tricher en changeant sa disposition de clavier ou en remappant tout, et ce, malgré l'absence de localisation donc. Le jeu familiarise le joueur avec ses menus en lui demandant d'équiper sa tenue, et c'est là que j'ai réalisé ne pas avoir choisi la voix de mon avatar. Je me retrouve avec un personnage que j'ai sélectionné pour son apparence mature, mais possédant une voix aiguë, adaptée à une des lolis de type 1. 本当に問題はないんでしょうな。もちろんあの子が目覚めたら分け前は7-3よ。私が7であなたが3妥当でしょ。 Jusque-là, les dialogues sont doublés et mis en scène. Vous trouverez peut-être les personnages figés, mais sachez que c'était une volonté des développeurs côté Bandai. En interview, il faisait remarquer qu'ajouter une animation idle telle que de la respiration brisait l'effet manga 2D. C'est sûr que dit comme ça, en animation on tente de faire des économies en animant le moins d'éléments possible. Ça reste triste de pas profiter de ces modèles 3D pour offrir plus, justement. On a ensuite le droit à des scénettes 2D pour expliquer qu'Aerona ici présente nous a sauvés de gobelins sur le point de faire de nous leur repas. Mais que, bien entendu, en bon héros qui se respecte, on ne se souvient de rien, à l'exception de notre nom. Je vous confirme après visionnage de let's play de la version japonaise que le scénario n'a plus rien à voir. Je pense que c'était encore incertain lors des premières interviews, mais Star Resonance se passe dans le même univers que Blue Protocol, sans qu'on soit sûr de là où les scénarios se rejoindront. Aerona nous invite donc à parcourir le festival ayant lieu en ville pour gagner un peu d'argent. Et c'est là qu'on est confronté à mon premier gros problème avec Blue Protocol. Les dialogues sont chiants à en crever. Pire. Les dialogues d'introduction à la ville et donc les premiers dialogues qu'en tant que nouveau joueur vous allez subir sont les plus insipides. Puisque oui, jusqu'ici on a eu des cinématiques, des dialogues mis en scène et doublés et même des petites scènes 2D. Mais à présent, le tout va se mélanger à des dialogues sans doublage. La plupart des discussions ressembleront donc à ça. Oui, d'accord. Très bien. Super cool. Oui, t'es très cool, poupette. Attends. Ouais, voilà, ok. Ah Ok. Alright, pote. Ok. Le message faction does existe. Ok. Attends, mais c'est censé être une quête utile pour le gameplay, vu que c'est en violet, on est d'accord? C'est pas une quête secondaire? Qu'est-ce que c'est que ton délire, Amara? Bah ça encore en quête secondaire, je dis pas, mais ouais, quand tu lances une séquence en te disant c'est pour m'apprendre un aspect important du gameplay et qu'il y a une nana qui raconte sa vie, ouais bon, ok, c'est un peu long. Ce qui ne serait absolument pas gênant si le jeu permettait d'afficher la ligne de dialogue en cours en entier en cliquant, ou encore si on vous forçait pas à saisir un avis inutile ou à vous déplacer de 3 mètres pour vous garder actif toutes les 4 phrases.
Ah et aussi, je trouve ça très marrant, mais il y a régulièrement des plans façon illustration récompense de visual novel. J'ai vraiment l'impression que le jeu veut que je drague Airona. Je déteste sauter des dialogues, donc je les ai subis, mais vraiment. 99% des joueurs doivent passer leur temps à appuyer sur échappe dans l'espoir de passer au gameplay. Puisque, oui, en parlant de dialogues insipides, habituellement quand on débarque dans un jeu, on a cette phase un peu chiante mais nécessaire, où on nous présente la forge, le vendeur ou encore la banque, pour nous familiariser avec l'univers. Ici, on vous fait parler à différents PNJ, mais aucun d'essentiel pour la suite de nos aventures. Et sans non plus que ça serve à introduire des personnages principaux ou autres. Je comprends vraiment pas le choix de cette intro. Et on fait ça pendant 15 minutes avant de quitter la ville. Au passage, l'animation de course est étrange. Comme trop rapide au vu de la distance qu'on parcourt. Je sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont modifié dans cette version, puisqu'on débloque beaucoup de compétences de déplacement au fil des niveaux, mais ça a un rendu assez perturbant. À l'issue d'un questionnaire sur le lore de l'univers, un premier combat est lancé. Clic gauche pour effectuer son attaque de base qui est aussi la première attaque sur sa barre de raccourci. Oui, c'est étrange de l'avoir sur sa barre. Shift ou clic droit pour esquiver, sachant qu'on peut réaliser des esquives parfaites, ce qui est de loin l'aspect le plus satisfaisant des combats pour moi. Le jeu indique ensuite que notre seconde compétence est une attaque spéciale, et que la touche R est liée à notre compétence ultime. Fin du tuto. Pas de tutoriel adapté à chaque classe pour enseigner les subtilités de chacune. On vous lance avec une barre quasi déjà remplie, et à vous d'aller vérifier à quoi servent ces notes de musique et comment remplir la barre qui les surplombe. Ouais. Lors du lancement, les hauts Steam étaient cassés. Se connecter au jeu offrait l'achieve liée au niveau maximum en pêche, et obtenir un skin, celui comme quoi on en avait débloqué 8000. Forcément, ça m'a poussé à vérifier ma garde-robe, et j'étais pas prête pour la seconde tenue listée. On est dans un gacha, il est vrai. Honnêtement, il y a des tenues sympas dont certaines qui s'obtiennent en jouant régulièrement et sans payer. Mais vous verrez plus tard que le gacha en lui-même et tout ce qui est lié à des monnaies est pour le moins bordélique. Ok, parlons un peu des menus. Vous aurez compris qu'à l'origine, Blue Protocol a été développé exclusivement pour PC. Star Resonance, lui, est sorti en prenant en compte les joueurs mobiles. Star Resonance sur PC conserve une interface mobile. Il y a des menus qui ne sont clairement pas adaptés au scroll et prévus pour que vous swappiez. Toute l'interface est relativement grande, appuyez sur Échappe ouvre ce tiroir d'icônes sans aucune indication de raccourci clavier, tiroir qui devrait vous rappeler d'autres gachas et de façon générale, on se perd à devoir chercher certaines compétences dans des sous-menus. Ouvrir un des menus remplira votre écran complet et le menu des compétences ressemble par exemple à ça. On a nos quelques compétences qui prennent tout l'écran avec une longue description serrée sur la droite. Chaque compétence s'améliore avec une des monnaies en jeu puis avec des livres de compétences. Vous ne pouvez pas tout équiper et 2 emplacements sont bloqués jusqu'à un certain niveau. Ah, et si vous pensiez à prendre vos compétences à la volée en les survolant en combat, raté. On ne peut pas survoler des trucs sur mobile. Chaque classe dispose d'un arbre de compétences et un bouton pour y progresser automatiquement est disponible. À voir si, niveau maximum, il y a de la diversité ou si une méta pousse tout le monde à choisir des arbres identiques. Il y a aussi 2 slots de compétences dédiés à des sortes d'invocations qui nécessitent pas mal de farm pour être débloquées puis améliorées. Le jeu appelle ces invocations des Battle Imagine et il en existe des plus ou moins rares. Vous pouvez par exemple crafter une version d'Airona. Cliquer sur un objet vous permet d'ouvrir un sous-menu qui indique où obtenir l'objet. Ça, c'est pratique. Et c'est via ça qu'on a découvert la bannière des Battle Wheel. Will Wish Battle Wheel. Will Wish Battle Wheel. Ah d'accord. Bannière. Notez donc qu'il y a en jeu une bannière permettant de looter, de quoi craft des compétences supplémentaires. L'inventaire est relativement grand, mais il est très vite rempli de tout un tas d'objets que vous n'êtes pas sûr de vouloir vendre ou garder. Et qui dit jeu gacha gratuit, dit pastille rouge en permanence de partout, qui nécessite de régulièrement parcourir tous vos menus si vous voulez les retirer. Vous avez battu 10 fois un même ennemi ? Pastille rouge pour récupérer une récompense. Un événement vient de se lancer sur votre carte ? Pastille rouge pour vous proposer de vous y rendre. Un nouveau skin dans votre garde-robe ? Pastille rouge. Et bien sûr, pas le moindre claim all à l'horizon. Mais vous savez ce qui n'a pas de pastille ? Le loot d'équipement meilleur. On vous met un gros point rouge pour une baguette de pain, mais pas pour vous signaler que vous avez une tenue niveau 40 qui dort dans votre sac. Nous sommes ensuite introduits à Naruru, notre rival de primaire puisqu'on se doit toujours d'avoir un rival de 10 ans de moins. Notre première sortie de la ville me permet de réitérer. La DA est sympa. C'est pas le plus beau jeu en cel shading que vous verrez. Difficile de faire mieux que Grand Blue par exemple. Mais ça reste très sympa. Tina nous introduit alors au principe de coffres lootables uniquement via des clés disponibles en quantité limitée. Comprenez par là que vous pourrez participer à tous les combats que vous désirez, mais impossible de looter les ennemis si vous êtes à court de clés. Clés dont vous obtenez bien entendu une quantité limitée chaque jour. Ah oui, au passage, je pense comprendre comment le jeu a pu me proposer du élevé sur mon papy de PC. De la génération d'images. Ce plan d'herbe est particulièrement parlant, je trouve. Pour rejoindre Tina devant une instance, Airona nous indique des cercles de vent qui nous permettent de nous envoler. Vous réjouissez pas trop. Ça fait partie des compétences de déplacement bloquées auxquelles vous n'accéderez que bien plus tard. Pour la science, je me suis contentée de garder mon clic gauche enfoncé en me tournant face à l'ennemi. Et je vous confirme que j'ai passé l'affrontement sans souci.
Blue Protocol a des combats intéressants. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai jamais fait ça, moi! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah! Quand j'ai compris ce que j'aurais dû faire. Et là, on va là, et comme ça, on passe de l'autre côté, avant qu'elle... Ok! C'est marrant. La musique est cool. C'est juste qu'au cours du premier épisode qui sert d'introduction, tous les combats sont extrêmement simples et permettent pas vraiment de réaliser le potentiel du jeu. Dommage. Poursuite de nos aventures avec les grands méchants masqués vêtus de capes noires qui font de la fumée sombre pour corrompre les gens gentils. On notera la présence de déplacements automatiques pour suivre nos objectifs et la possible activation de combats auto ainsi que d'une option pour réaliser des combos automatiquement. Cependant, le jeu n'apprend pas l'existence des combats auto. Et si vous vous frottez à des élites, il y a fort à parier que votre personnage se mange toutes les AOE et fasse très vite, office de tapis. Vous pouvez donc activer le combat automatique et laisser votre personnage farmer un groupe d'ennemis. Mais c'est une très mauvaise idée dès que vous entrez dans un donjon à votre niveau ou engagé dans un quelconque combat nécessitant une stratégie. À vous de voir si vous considérez que c'est ok. Je rigolais pas quand je disais que l'intro est la pire section du jeu en termes de dialogue. Au bout de 2 heures, si vous prenez le temps de suivre l'histoire, on atteint un passage où on revit les souvenirs de Tina et la mise en scène n'est pas exceptionnelle, mais déjà bien plus intéressante que ce qui précédait. En plus, on a enfin un scénario un minimum intriguant à suivre. Et un mecha. C'est un très gros argument le mecha. À l'issue de tout ça, on affronte Grande Tina pas contente et c'est un combat qu'on peut par la suite retenter en groupe en plus difficile. Cool. On continue nos péripéties jusqu'à une plage où des mini-jeux nous sont proposés. Mini-jeux qui, j'en suis sûre, auraient été sympas si Choco ne m'avait pas retenu le temps que mon surf dépop. On n'attaque pas ses amis. On attaque... Non! Arrête de le regarder. Méchant Choco, on court le long de la plage, la main tendue vers Aérona tandis que l'eau scintille et les feux d'artifice se reflètent dans ses grandes pupilles. Quand je vous dis que le jeu veut que je la drague. Mais explosion dans ma chambre. L'homme en noir souhaite donc ressusciter la sorcière? Ok. J'arrête de vous parler de l'histoire, je suis sûre que tous ceux qui regardent cette vidéo et ont lancé le jeu l'ont sauté. Permettez juste que je vous spoil la mort d'un personnage au cours du 3e épisode et j'arrête. Le timecode est à l'écran si vous voulez sauter le spoil. Du coup, vous savez Naruru, le gamin rival qu'on rencontre au début? Il meurt. Mais si je vous en parle, c'est parce que ça arrive en pleine mission, qu'on a un bref plan comme quoi on l'a enterré près de l'eau vu qu'il aimait la mer et bam! Retour dans notre zone de mission. Ok, on passe ensuite par chez lui, rencontre ses parents et leur annonce la mort de leur fils. Parents qui annoncent qu'ils vont le ramener à la maison. Donc, tu t'es arrêté en pleine mission pour porter son cadavre jusqu'à la mer, l'enterrer sans l'accord de ses parents et retourner ensuite à ta mission? Alors que ses parents étaient à 3 minutes de galop? Ne nous attardons pas sur la grossièreté du scénario, mais parlons plutôt de cette ligne de dialogue. Oui. Ils ont censuré le mot « mort ». Le jeu, qui te demande de flinguer des wagons de monstres et qui est Peggy 12, a censuré le mot mort après avoir mis en cinématique le dit décès et son enterrement. Je comprends plus rien. Parlons craft. Blue Protocol appelle ça des life skills. Vous pouvez tous les débloquer, mais il faut assigner des points de maîtrise pour débloquer des recettes par exemple. Ces points sont accordés à force de crafter ou récolter. Le point important à retenir ici, c'est que crafter ou récolter dépense des points de focus, points qui sont une ressource illimitée. Vous en récupérez 400 tous les jours et il y a un plafond de 2000 points. Lorsque vous récoltez, vous pouvez choisir de le faire normalement ou de façon concentrée. Seuls les objets récupérés alors que vous êtes concentré peuvent être échangés. Il y a bien entendu un objet qui permet d'obtenir des points de focus. Vous pouvez en récupérer quelques-uns en jouant gratuitement, mais vous pouvez aussi en acheter ou en obtenir davantage en achetant le Battle Pass. Ah, parce que oui, je l'ai pas précisé, mais bien entendu. Il y a un système de saison qui fonctionne tel un Battle Pass. Pour les donjons, le jeu vous fera regarder votre niveau d'équipement. Un niveau trop faible vous interdit l'entrée en instance, et c'est sûrement là que le pay to fast aura son importance, puisque Blue Protocol est pour l'instant exclusivement PvE. On pourra alors se dire qu'il n'y a aucun pay to win, puisque personne contre qui gagner, si ce n'est des boss. Je vous laisse juger. Tous les jours, le jeu vous incite à réaliser certaines activités pour remplir une barre qui offre des récompenses par palier. Vous pourriez donc aller pêcher pour remplir votre barre de délices ou bien affronter des élites. Au moins, les activités sont variées pour vous tenir occupé en attendant la levée des limites. Ah mais, ne me dites pas que j'ai omis de vous parler des limites de release. Tous les jours, le jeu débloque du contenu d'histoire ou encore des donjons. Impossible de s'asseoir un samedi matin en se disant qu'on va expédier l'histoire principale d'ici le lendemain. On fait son heure d'histoire, si on lit les dialogues, puis la quête nous dit de revenir demain.
l'intégralité du jeu ne sera débloquée qu'1 mois après la sortie. C'est un procédé assez connu dans le milieu des free-to-play pour empêcher les joueurs d'arriver trop vite au endgame et laisser le temps aux développeurs d'ajouter du contenu. Certains verront donc ça comme un cache-misère, là pour masquer le manque d'activité au niveau. D'autres apprécieront puisque ça permet à tous les joueurs de progresser en simultané, même ceux qui n'auraient pas 14 heures par jour à accorder au titre. Pour l'instant, on peut voir ça comme un garde-fou qui empêche les joueurs de se lasser en réalisant de trop grosses sessions d'emblée, ou même d'explorer davantage le contenu auquel ils ont accès. Il faudra voir une fois tout le contenu accessible si le endgame reste intéressant. 4e jour, j'étais niveau 35. Le niveau maximum est de 60. Ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt malin pour assurer un nombre moyen de joueurs quotidiens qui décline moins que lorsque tout le monde a rush le contenu de base. Si on parle un peu de l'expérience de jeu en groupe, puisque je vous rappelle que c'est un MMO tout de même, alors déjà, il y a un chat vocal en jeu que vous pouvez rejoindre dès que vous êtes en groupe. J'y ai pas eu recours vu que pour l'instant, il y a très peu d'instances et qu'elles sont simples, mais la présence de l'option est sympa. J'avais aussi peur pour le chat textuel puisque, personnellement, je change de canal juste pour gagner un peu de place sur mon écran. Mais lorsque vous vous adressez à votre groupe, votre message défile en grand sur l'écran, façon Nico Nico. En revanche, oubliez votre groupe si vous suivez le scénario. Vous êtes sans cesse instancié dans des zones solo. Là, c'était mon 3e sort sur le jeu et c'est là que j'ai commencé à trouver l'histoire plus sympa. Il y avait une zone dans laquelle on changeait d'époque, cette scène figée dans le temps cool et des personnages qui m'intriguaient un minimum. Pas de chance, ils ont gardé ça pour le moment où tous les joueurs ont pris l'habitude de tout sauter au mieux, désinstaller au pire. Un peu plus tôt, je vous parlais du méga serveur qui signifie qu'on ne possède pas de serveur européen. Ça a clairement choqué parce que le ping est affiché en permanence en bas de votre écran. Au cours de mes sessions, j'avoisinais toujours les 100 de ping et soyons 100% honnêtes, c'est pas le genre de jeu où on ressent un quelconque lag à 100 millisecondes de ping. Pour les joueurs FPS de haut niveau, je veux bien le croire, mais lorsqu'on joue à un jeu où le combat repose sur des compétences et de l'esquive d'AOE bien annoncée, c'est loin d'être un délai gênant. Surtout que les délais pour l'esquive parfaite sont plus que généreux. La preuve en est que certains le relèvent dans leur review, mais admettent ne pas ressentir de gêne. Donc clairement, on est plus confronté à l'influence du gros nombre qui devient rouge en bas de l'écran qu'à un réel problème pour la grande majorité des joueurs, je pense. Bien plus embêtant, certains ont eu des premières soirées remplies de bugs à en lire mon chat. Personnellement, à part une icône de membre du groupe qui s'affichait pas sur ma minimap et un curseur qui voulait pas disparaître, j'en ai eu aucun donc je peux pas juger. Ok, du coup c'est maintenant qu'on rigole en essayant de trouver un peu comment utiliser les différentes monnaies dans le jeu. Vous êtes prêts? On est parti. On a une section avec les bannières. Il y a déjà différentes monnaies sur cet écran. Les rose orbs, et vous avez les Mulux Wishcoin. Mais on a une petite case, et si on coche la petite case, on peut participer à la bannière, mais tous les objets qu'on récupère seront liés au compte et on pourra pas les échanger. Donc on pourra pas revendre ce qu'on loot aux enchères en gros. Donc bon, on dit oui, on se retrouve avec de nouvelles monnaies. Donc on a les rose orbs mais liés cette fois-ci, et encore une fois, les Wishcoin mais liés. Je peux aller dans Auto Obtain, je peux aller à l'Orb Store. Et j'apprends que pour 150 Rose Orb Bound, je peux avoir ma Wishcoin Bound. Sauf que ces monnaies-ci sont limitées à 3 par semaine, donc je peux tirer que 3 fois gratuitement par semaine. Mais c'est pas tout. Ouais, dans ce menu, on a aussi la monnaie principale nommée Lumo qui elle aussi existe en lié et non lié. Donc là, c'est du vrai argent. Là, on a de quoi acheter des tenues avec la monnaie que j'ai pas parce que c'est la monnaie qui est pas liée. Comment est-ce qu'on la récupère? Les rose orbs normales, soit on les achète contre du vrai argent, soit... Mon flicard, c'est quoi? Soit on les achète contre du vrai argent, mais dans un pack qui est un peu plus avantageux, j'imagine. Bon bref, donc ça, c'est payant, ça c'est payant, ça c'est payant, ça c'est payant contre du vrai argent, ça c'est aussi payant avec la monnaie qu'on vient de voir, ça c'est les liés, donc ça je peux les acheter avec... Du moins pas tous, mais avec l'argent que j'ai dans le jeu. On a le Colorful Store où là, c'est tout du lié, donc on est content. On est content, non, ça on est content, on est content. On a le Friendship, alors ça c'est encore une monnaie différente où il faut participer à des événements ou faire des donjons en groupe, d'où l'amitié. On a les Honor Coin où c'est encore une monnaie différente où ça il faut faire les dailies et les weeklies avec un plafond donc il faut penser à régulièrement les dépenser. Et ensuite on a les réputations où ça je sais même pas ce que c'est. Réputation, auto-obtain. Il faut participer au jeu, donc ça a priori si tu joues assez, tu peux facilement l'avoir. Ça a l'air tout à fait legit. Oh, on peut avoir une pièce pour la bannière. Ok, donc une fois par semaine, et j'en ai pas beaucoup pour l'instant, on peut avoir une pièce. Mais il y a cette bannière, et il y a une bannière cachée. Donc, Will Wish, je pensais. Le Will Wish, c'est là où vous achetez de quoi craft des invocations. Donc c'est une autre bannière qui, pour le coup, utilise la même monnaie et qui, pour le coup, n'a pas de petite case à cocher, donc lui il faut absolument la monnaie. Donc j'imagine, lui c'est celui sur lequel t'investirais la seule pièce que tu peux obtenir par semaine. J'aurais pu passer par la page d'un guide pour avoir des explications claires, mais c'est plus drôle de vous montrer à quel point c'est le foire pour un joueur qui essaye de s'y retrouver. C'est un bordel. C'est juste un bordel. Fondamentalement, Blue Protocol me semble être un jeu ok.
ensevelis sous tout un tas de problèmes auxquels sont confrontés les joueurs dès leur arrivée. Les premières heures sont de loin les pires du jeu. Quand on sait que la plupart des joueurs décident de désinstaller ou non un titre au cours de leur première heure, ça revient à creuser sa propre tombe. Tous ceux auxquels j'ai parlé admettaient avoir pris l'habitude de sauter tous les dialogues et se faisaient donc balader sur la carte en tournant en rond. Beaucoup étaient frustrés par les limites de lancement, semblant les prendre pour des enfants, incapables de gérer leur temps d'écran. Certains ont rapidement abandonné face au manque de contenu engageant, n'étant même pas au courant que du contenu qu'ils appréciaient était ajouté au 5e jour. Comme je l'ai évoqué, le déplacement est assez maladroit et lent en jeu. Alors que clairement, à en voir des vidéos, il est évident que les compétences débloquables rendent les montures inutiles et l'exploration bien plus fun. J'ai même pas encore tout débloqué et déjà, j'adore sauter dans tous les sens. Les menus ne sont pas pensés pour PC et il faudra réellement s'y perdre plusieurs jours avant de s'y retrouver. J'insisterai même pas davantage sur les différentes monnaies qui rendent chaque amélioration ou achat peu compréhensible. Donc oui, les combats peuvent être sympas, mais quand la quasi-totalité de vos affrontements peuvent être gagnés en maintenant votre clic gauche au cours des 5 premières heures, ça permet pas de s'en rendre compte. Au final, j'aurais même pas pu réellement comprendre si oui ou non les tanks et heals sont essentiels en donjon, ce qui m'intriguait pourtant. Que oui, j'insiste, mais le contenu est bloqué quotidiennement, donc j'ai été loin de pouvoir tout tester. C'est donc dur de recommander Blue Protocol, sachant qu'il faut alors conseiller d'ignorer tout le scénario d'introduction. Avertir sur les débutants en faisant miroiter quelques activités intéressantes plus tard dans la progression. Tout ça me semble affreusement similaire à son ancêtre japonais. Blue Protocol n'est peut-être pas un mauvais jeu, mais il ne se démarque pas particulièrement non plus. Et quand on voit toute la concurrence déjà bien implantée dans le secteur, j'ai du mal à voir comment il va tirer son épingle. Si vous n'avez pas déjà une liste longue comme le bras de jeux nécessitant une connexion quotidienne, alors peut-être que vous pourriez apprécier accorder quelques heures par semaine à Blue Protocol pour son contenu PvE détendu ou son craft. Mais peut-être vaut-il mieux attendre un mois que le contenu soit complètement débloqué.